Alors, je m'appelle Aldo Bruna, je travaille au Centre social protestant, dans le service qui s'occupe des réfugiés. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être venu là ce soir, malgré les conditions sanitaires difficiles. Je vous accueille et vous souhaite la bienvenue au nom de la coordination Asile Genevoise qui organise cet événement. Conformément aux directives du Conseil d'État, donc je me dois de vous rappeler les consignes sanitaires. Donc vous vous êtes lavé les mains à l'entrée, c'est très bien. Je vous demande aussi de porter vos masques tout au long de la soirée. Moi, j'ai personne à 3 mètres devant moi, donc c'est pour ça que je me permets de l'enlever. Je vous demande aussi de garder vos places, d'indiquer vos coordonnées à l'entrée si ça n'a pas encore été fait. Et puis de sortir avec ces mêmes recommandations en tête, c'est-à-dire qu'à la fin de la conférence, de ne pas enlever vos masques et faire des bises à tout le monde, même si on en a très envie. Voilà, alors sans plus tarder, je vous présente déjà le professeur Philippe Borgeaud, qui est donc helléniste, professeur honoraire d'histoire des religions antiques. Il est aussi auteur de nombreux ouvrages et, comme j'ai pu le constater avant d'organiser cette séance, c'est aussi un professeur très apprécié des étudiants genevois. Et nombreuses sont les personnes qui m'ont dit « Ah, le professeur Borgeaud a marqué mon parcours universitaire », alors je me réjouis de l'entendre. Moi aussi, je suis très content de t'avoir rencontré. Donc on s'est rencontrés dans le cadre de soirées d'information sur le centre fédéral de renvoi qui doit être construit au Grand Saconnet. Comme Philippe habite la commune du Grand Saconnet, il était là à ce moment-là et on aura l'occasion de reparler de ce projet un peu plus tard, mais disons c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, à un moment donné, dans la palette d'actions qu'on avait à disposition, Philippe m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et puis, je venais de voir de lui une très bonne vidéo sur la pandémie chez les Grecs. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu ne voudrais pas faire la même chose par rapport aux questions qui nous touchent, c'est-à-dire à l'asile, l'hospitalité et ces thèmes-là qui sont très présents dans l'Antiquité. Donc il a heureusement accepté avec un certain esprit d'aventure parce que c'est assez expérimental en fait comme conférence. Du coup on vous demande votre aide aussi par la suite pour peut-être dans l'interaction, dans les questions que vous poserez, aussi nous éclairer ou nous expliquer comment ce savoir sur l'Antiquité résonne par rapport à l'actualité, comment on peut se relier à ce savoir. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire. Et puis, alors, on va commencer sans plus tarder. Ah oui, juste avant, je voulais remercier parce que les gens qui étaient donc devant leur écran ont vu un témoignage qui a été produit par une petite société de production, je ne sais pas comment on peut l'appeler, association qui s'appelle Exilia et qui produit qui offre la possibilité à des requérants d'asile de témoigner de leur vécu. Et puis on a passé un témoignage d'une personne qui est passée par un centre fédéral, celui de Giffers dans le canton de Fribourg, et qui témoignait. Donc je remercie les Schutz et Exilia d'avoir mis à disposition ce film pour nous. Vous pouvez aller retrouver ces vidéos sur la chaîne YouTube d'Exilia et probablement sur le site d'asile.ch. Que je remercie d'ailleurs au passage asile.ch. J'ai des messages qui me disent qu'il y a un problème de son. D'accord. Stéphanie, est-ce qu'il y a un problème de son sur le... Pas de ce côté-là. Oui. Alors, est-ce que peut-être les gens qui sont sur Facebook peuvent mettre dans les commentaires s'il y a un problème de son? Normalement, les gens très rapidement écrivent dans les commentaires s'ils regardent la vidéo. Ils veulent qu'on monte le son. Ah, ok, d'accord.
C'est possible, je m'en charge. Voilà, voilà. Alors, j'essaye de meubler. Oui, C'est les aléas du direct. Comme on dit. oui. Voilà. Là, on a mis un coup de boost. D'accord, c'est boosté. Donc là, Stéphane, je te laisse peut-être regarder si jamais ça joue toujours pas. Et puis, on va en revenir à, à la conférence, à comment l'introduire. Alors, moi, j'ai une question pour Philippe. Finalement, à quoi ça sert de nous plonger dans un passé aussi lointain par rapport aux questions actuelles? Et qu'est-ce que c'est peut-être les possibilités de faire ces rapprochements et les limites aussi? Et déjà, je te remercie au nom de la coordination Asile. Ouais, c'est moi qui te remercie, Aldo, parce que franchement, j'aurais jamais eu une idée pareille. D'ailleurs, je n'ai jamais travaillé sur l'exil ni sur le... Enfin, l'hospitalité, on la rencontre à tous les carrefours du monde grec, mais j'ai jamais travaillé là-dessus. Donc, c'est l'occasion vraiment de poser des questions qui sont des questions actuelles à mon domaine. Mais ceci dit, j'aimerais bien insister pour dire que l'Antiquité nous aide, c'est une ressource, elle peut nous aider à penser ce qui se passe. Mais il ne faut pas se tromper. Le présent change tout le temps. Et les classiques eux-mêmes ne sont pas un donné définitif. C'est-à-dire que l'Antiquité, elle bouge autant que l'actualité. Chaque époque a son regard sur l'Antiquité, donc elle est mouvante. Et donc, chaque génération lit des textes qui sont Homère, Hésiode, etc., Ovide, Virgile, mais chaque génération les lit de sa manière. Et chaque génération choisit les textes. Ça, c'est un sujet aussi intéressant. On choisit chaque fois les textes qui vont servir de référence. Et ce n'est pas les mêmes en 1850 ou en 1970. Donc, ça pour dire quoi? Pour dire quelque chose qui me semble, alors vraiment, enfin, que personnellement je trouve essentiel. On ne va pas chercher des racines dans l'Antiquité. C'est inutile et ce serait même une idiotie. L'Antiquité n'offre aucun mode d'emploi pour l'existence. Elle offre des références, un répertoire d'exemples à réinterpréter en fonction des questions qu'on se pose. Donc c'est une boîte à outils, mais c'est rien d'autre. Même si ça remonte chaque fois qu'on a un gros problème, on pense à l'Antiquité. Enfin, tout le monde ne pense pas à l'Antiquité, mais disons en gros, on pense quand même à l'Antiquité. La peur, le lien social, la terre-mère, la migration, l'autochtonie, ça on verra ces thèmes-là, le primitif, l'animal, le dieu, ça attire des images anciennes. Cassandre, Antigone, Sisyphe, Édipe, ça revient, quoi, toujours. Enfin, ça revient périodiquement, c'est périodiquement réinterprété. Et chaque fois, différemment. Donc, la survie de ces références, c'est celle des mythes. Des mythes qui demandent à être réactualisés, sinon ils partent en poussière, puis ça ne sert à rien, quoi. Alors, maintenant, on va entrer dans le monde ancien, puis j'aimerais quand même prendre une précaution, parce que c'est très important de le dire. On est dans un monde très différent. Alors, je vais prendre un seul exemple pour montrer vraiment la différence fondamentale. Par exemple, les femmes n'ont pas droit à la parole dans l'Antiquité, officiellement en tout cas. Donc, même si à l'intérieur du cercle de la famille, elles peuvent avoir du pouvoir et un rôle, d'ailleurs le mot gynécocratie est un mot grec, mais ça désigne le pouvoir dans la famille, dans l'oikos, dans le foyer domestique, et là elles ont un certain pouvoir. Mais il n'y a pas de femmes en politique. Et puis il n'y a pas de femmes en littérature, sinon exceptionnellement. Alors évidemment, vous pensez à Sappho, mais c'est assez rare quand même. Et on ne s'intéresse guère à publier leurs opinions. Hein, quand on fait de l'histoire, les historiens grecs. Même si on aime ça d'un point de vue masculin, d'écrire ce qu'on imagine être des sentiments féminins. Alors ça abonde dans la tragédie. Mais c'est toujours le point de vue masculin là-dessus. Donc, ça, c'est important de le dire parce que ça montre à quel point on est dans un autre monde. Parce que aujourd'hui, surtout, je pense,
à propos de l'asile et de ces choses-là, la part féminine est capitale, je veux dire. Bon, alors, voilà. Alors, on a des portraits d'exilés, mais ils sont écrits par des hommes. On a aussi beaucoup de... Ça, on verra un peu, on va rencontrer, en tout cas 2, de portraits de femmes hospitalières. Mais voilà. Donc, au fond, ceci pour dire qu'il ne s'agit pas de regarder le présent à la lumière de l'Antiquité. L'Antiquité n'a pas de lumière à nous offrir. Mais on peut regarder le présent, là je m'amuse un peu, à l'ombre de l'Antiquité. Cette ombre nous aide à ne pas être éblouis par l'évidence des horreurs qui nous entourent. À ne pas être aveuglés par la lumière insupportable de ces monstruosités qui se multiplient autour de nous, dans le domaine de l'asile en particulier. L'Antiquité peut nous aider à prendre du recul pour regarder ces choses. À l'ombre de l'Antiquité, on est encouragé, au fond, à penser des choses qu'on ne penserait peut-être pas aussi explicitement, tellement elles finissent par sembler normales, banales. Donc on peut débanaliser, voilà. Ça te va ? Ça me va très bien. La deuxième question que je voulais te poser, c'est finalement quelles sont les différences objectives par rapport au thème qui nous intéresse, c'est-à-dire les phénomènes migratoires. Alors aujourd'hui, je crois que tout le monde suit les médias et voit ces phénomènes d'une certaine ampleur, causés par des causes politiques, écologiques, économiques. Mais à l'époque de l'Antiquité, comment ça bouge, comment ça migre, comment s'organisent ces mouvements? Est-ce qu'on a des épisodes comme on les a eu récemment avec un peu plus d'arrivées? Alors évidemment, c'est un autre monde, encore une fois. Hein. Alors il y a des déplacements de population, des déplacements forcés. Bon, on a tous en tête, c'est l'Antiquité au sens large, là, y compris le Proche oriental, mais on songe à l'exil biblique, quoi, hein, ça c'est quand même fondamental. La destruction du temple de Jérusalem, la déportation d'une partie des habitants à Babylone, c'est sous le règne de Nabuchodonosor, tout le monde sait ça, quoi. Ça se passe en 587 avant notre ère. Et puis 50 ans après, une partie des exilés ou des familles de ces exilés, une partie rentre en 538, profitant d'une amnistie en quelque sorte proclamée par Cyrus qui vient de prendre le pouvoir. Donc ça, c'est des choses... Mais c'est violent, ça, parce que au niveau du récit biblique, c'est fondamental, je veux dire, c'est quelque chose d'absolument... Et puis c'est encore dans la conscience historique, on peut dire, du judaïsme, c'est fondamental. Mais dans la conscience historique des Grecs aussi, on a des souvenirs de réalités migratoires. Bon, il faut quand même dire un mot du phénomène de la colonisation, mais on ne va pas s'attarder sur des choses pareilles, mais ils ont inventé la colonisation quand même. C'est quand même quelque chose, ça. Quand une cité grecque détache une partie de ses habitants pour l'expédier à l'extérieur, on se demande dans quelle mesure c'est vraiment spontané. C'est pas pour le plaisir qu'ils font ça. Hein. Donc ils vont établir une cité ailleurs, dans un ailleurs, dont ils disent, et ça c'est amusant, enfin si on veut, ils disent explicitement que généralement, ils disent ça dans les textes qui parlent de colonies, il n'y avait pas d'habitants là où ils vont, ou très peu, il y avait quelques voisins, mais on va toujours dans les terres vierges, mais elles ne sont jamais vierges ces terres, mais ça on ne parle pas trop de ces problèmes-là. En Sicile, en Italie du Sud, à Marseille, sur les côtes de l'Afrique, de la mer Noire. D'ailleurs, ils viennent souvent d'Asie mineure. La Grèce principale, la plus archaïque, la vraie Grèce, elle n'est pas en Grèce, elle est en Asie mineure. Hein. Et ces gens-là vont fausser, ils vont fonder Marseille. C'est extraordinaire, ça. Et ces départs, forcés, pas forcés, je ne sais pas. Mais on a un exemple en Italie ancienne, qui est quand même merveilleux. En Italie ancienne, on garde le souvenir de ce qu'on appelle le printemps sacré. C'est-à-dire quand ça va vraiment mal, quand on n'arrive plus à nourrir les habitants d'une cité, on se débarrasse de la jeune génération, qu'on appelle le printemps,
en la consacrant au Dieu. Quand on consacre un individu au Dieu, on l'arrache à l'humanité. Hein. Donc il devient vraiment un migrant sans pouvoir. Et ces gens-là, alors les jeunes qui sont arrachés comme ça, vont tenter leur chance ailleurs. Ils vont fonder des cités. Ça, c'est dans il y a plein de récits comme ça, mais dans la mémoire romaine. Enfin, c'est pas les Romains qui font ça, c'est les Italiques autour, les populations italiques. Voilà. Mais à part ça, les grandes migrations revêtent généralement pour les Grecs un caractère imaginaire, enfin, souvent. On dit par exemple, parce que dans le Péloponnèse, la région, vous voyez, donc pas la région d'Athènes, mais ces espèces de presqu'îles, enfin, au sud de Corinthe, on ne parle pas de la même manière qu'à Athènes. On a un dialecte particulier, c'est le dorien. Alors on va expliquer ça en disant que autrefois il y avait une population là qui avait été chassée, et puis c'était les Héraclès qui habitaient par là, à Argos, et puis il avait été chassé, et puis il est revenu, pas lui, mais ses descendants sont revenus en masse, peuplés là. Donc là on parle de choses comme ça, mais c'est de l'ordre du mythe ça. Alors ce qui est essentiel, je prends un tout petit moment pour essayer de faire une sorte de petit panorama comme ça. Ce qui est essentiel de dire, c'est que la Grèce, c'est un monde de cités indépendantes les unes des autres. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas comme ici, il y a Lausanne, il y a Genève, il y a Zurich, mais il n'y a pas la Suisse. Et puis, ces cités, Athènes, Sparte, Corinthe, sont liées par des alliances, souvent, pas nécessairement, mais elles ne sont pas réunies en État. Donc ça, c'est ça qui est très important. Il n'y a pas de nation. Elles se trouvent le plus souvent en relation de conflit. Alors ces relations de conflit font que périodiquement, il y a des exils, évidemment. Il y a des exils parce qu'il y a des guerres. Alors quand une cité investit une autre cité, il y a toutes sortes de possibilités. Enfin, je ne vais pas s'attarder là-dessus, mais on peut trucider tous les habitants. On peut en réduire une partie en esclavage, ou on peut les chasser. Et souvent, on les chasse. Donc, il y a des déplacements de population. Alors, ces populations-là vont se réfugier, parfois en masse, chez des alliés. Ils essayent de trouver des alliés, quoi, des copains, quoi. Ça existe, quoi. Ils ont noué des relations dans d'autres cités. Alors, je donne juste un exemple. Les habitants de Phocée, là, c'est ceux qui ont d'ailleurs fondé Marseille, mais ce n'est pas les mêmes, là. En 545, à Phocée, ils sont forcés de fuir la ville, tous les habitants, parce qu'il y a une invasion perse en l'occurrence. Et alors ils vont se réfugier dans une colonie qu'ils avaient fondée auparavant, pas à Marseille, mais en Corse, parce c'est des grands colonisateurs, les Phocéens. Alors Hérodote décrit ça avec une phrase merveilleuse. Les Phocéens lancèrent leurs vaisseaux en mer, y mirent leurs femmes, leurs enfants, leurs meubles, et de plus, les statues et les offrandes qui se trouvaient dans les temples, excepté les peintures et les statues de bronze et de pierre. Et lorsqu'ils eurent porté tous leurs effets à bord de ces vaisseaux, ils s'embarquèrent et firent voile. Les Perses, trouvant la ville abandonnée, s'en emparèrent. Donc, voilà, ça c'est pour les conflits entre cités. Mais il y a des conflits internes. C'est un thème extrêmement grec. C'est les luttes entre factions. C'est ce que les Grecs appellent la stasis, mais c'est une sorte de guerre civile, quoi. Mais alors ça débouche aussi sur des expulsions d'une partie de la population, de tous les membres d'un parti, si vous voulez. Enfin, il n'y a pas de parti politique au sens grec, au sens moderne, mais enfin... donc ça, il y a des expulsions. Et puis, il y a les expulsions individuelles qui sont très importantes aussi, qui font qu'il y a des gens qui errent. C'est l'ostracisme. Ça, c'est quand même extraordinaire. À Athènes, par exemple, les citoyens réunis à l'Assemblée sont périodiquement appelés à inscrire sur des tessons de céramique le nom de leurs concitoyens dont ils désirent qu'ils filent ailleurs. Ces gens-là sont condamnés à l'exil. Certains deviennent des migrants, mais généralement ils vont dans des familles alliées dans une autre cité, quoi. Voilà. Donc on connaît bien la question des réfugiés. Et je vais conclure sur ce point-là en essayant de ressentir à l'aide des textes
qui en parle, ce que le grec ressent comme étant un exilé ou un réfugié. Le mot grec qui dit cela le mieux, c'est l'errance, la planète. Planète qui donne planète chez nous. Hein. Les planètes sont les choses qui circulent dans les étoiles fixes. Eh bien, ce mot planète, qui signifie aussi l'erreur, l'errance, l'erreur, même la folie, ça conjoint des idées d'aliénation et de malheur. L'exilé, c'est d'abord un migrant, un être qui circule, qui erre, assimilé à un vieillard qui mendierait en terre inconnue, privé de sa cité, c'est-à-dire non seulement de son foyer, mais aussi de ses dieux. L'exilé, et ça, les images sont très fortes, on les rencontre à plusieurs reprises dans la littérature grecque, l'exilé est à son port, il est à ce qui devrait être son port d'attache, comme un mort à sa sépulture, c'est-à-dire un mort arraché à sa sépulture, c'est-à-dire un mort condamné à errer aux portes de la déesse. Donc, le migrant est ressenti par un grec, quand on parle d'un migrant, pour un grec, c'est une sorte de fantôme en souffrance, un mendiant, un suppliant en quête d'asile. Voilà. Ça, c'est pour le sentiment. Hein. Ouais. Bon, quand tu parles de la procédure d'ostracisme avec la possibilité d'inscrire des personnes sur des tessons de céramique, moi évidemment ça m'a fait penser à nos propres procédures d'expulsion qui sont où les décisions sont dactylographiées, il y a une procédure assez complexe avec des différentes étapes juridiques, des possibilités de détention administrative, des possibilités de niveau de contraintes différents dans l'expulsion, mais finalement la volonté, l'intention d'ostracisme qui est à la source de tout ça, malgré les millénaires qui séparent les deux phénomènes, sont plus ou moins les mêmes. Tu parles des personnes qui partent, ouais. qui s'exilent. Et puis, quand elles arrivent, si on zoome maintenant sur quand elles arrivent dans un endroit, comment est-ce qu'elles sont perçues quand une personne arrive dans une ville qui n'est pas la sienne? Alors là, je dirais qu'on a affaire à quelque chose d'assez différent de chez nous. C'est-à-dire que un grec qui est chassé de sa cité, ou une population qui est chassée, les individus qui sont chassés, qui viennent souvent en groupe d'ailleurs, sont appelés par les Grecs des suppliants, hiketai. Mais c'est un terme très important pour les Grecs, ça. Ils viennent en suppliant. Je reviendrai peut-être plus tard sur suppliant. Mais le mot suppliant veut dire supplier, c'est celui qui vient pour supplier qu'on lui accorde quelque chose. En fait, c'est un requérant d'asile, si on veut, mais il est un peu différent de chez nous. Parce que ce grec suppliant se rend dans une cité, il cherche une cité où il a des chances d'avoir des alliés ou des gens qui vont l'intégrer. Si ça ne se passe pas, il reste migrant. Ça existe, on a des figures comme ça de mendiants, errants, misérables, qui restent misérables et mendiants, quoi. Mais généralement, ils obtiennent un statut quand même d'intégration. C'est la norme grecque, c'est celle de l'intégration, c'est pas celle de l'expulsion. Hein. Ils obtiennent le statut, par exemple, à Athènes, c'est très connu, de métèque. Un métèque, c'est quelqu'un qui s'est déplacé pour habiter ailleurs que dans son lieu d'origine, mais qui est reçu comme un résident. Hein. Quand ils sont reçus comme métèques, et il y en a beaucoup, hein, ils peuvent travailler normalement, ils sont protégés par la loi. Bon, ils n'ont pas les droits politiques, mais à part ça, ils ont beaucoup de droits. Ils peuvent discuter politiquement, ils ne peuvent pas tellement faire de politique, ça c'est pas possible, mais ils peuvent aussi difficilement devenir propriétaires, ça arrive, mais de terrain, je veux dire. Ça c'est le régime foncier strictement gardé. Mais ils peuvent
s'établir, travailler, s'enrichir, devenir très important, contribuer à l'économie générale. Et on les aime bien. Si vous pensez à la civilisation grecque classique à Athènes, aux vases grecs qui s'accumulent dans les musées, mais qui sont parfois très beaux, ils sont fabriqués par des métèques, en gros. Hein. Donc, ils sont intégrés. Même s'ils n'ont pas beaucoup de chances d'obtenir la citoyenneté. Ça, c'est très rare. En Grèce, c'est très rare d'obtenir la citoyenneté dans la cité d'accueil. Sinon, par décret honorifique, alors c'est vraiment un cas exceptionnel. Alors, on a des décrets, mais c'est exceptionnel. Alors, cette situation grecque, notamment athénienne, est très différente de ce qui se passe à Rome. Et je pense que le contraste est intéressant. Rome, parce que les Grecs sont accueillants, mais ils accueillent chez eux des travailleurs, des métèques. Les métèques, c'est des gens qui vont participer à l'économie, mais qui ne seront jamais intégrés politiquement. Alors qu'à Rome, on va trouver une situation où on intègre politiquement, beaucoup plus facilement. On accorde des droits de citoyens à ceux qui débarquent assez facilement. Par exemple, ceux qui débarquent, généralement venant d'ailleurs, c'est souvent des esclaves. Les esclaves, c'est-à-dire des prisonniers de guerre, en gros, hein, qui viennent là comme esclaves. Mais ils ne restent pas esclaves, ils sont très très vite affranchis. Pas tous, mais beaucoup. Et le fils d'un affranchi qui naît alors que son père est affranchi, c'est-à-dire que pas le fils ou la fille d'ailleurs, d'un affranchi qui n'est plus un esclave, et devient citoyen romain. Donc il y a quelle que soit son origine. Alors ça c'est très important, je crois. Donc Rome se forge une vision des origines qui est différente de ce qui se passe en Grèce. Les origines à Rome, elles sont extérieures. Les Romains, c'est des gens... je vais essayer de le dire ça, simplement. En Grèce, pas partout, parce que ça dépend aussi des cités, mais Athènes est le grand modèle, mais enfin bon, on ne peut pas développer de manière plus précise ici, mais le citoyen est imaginé comme un autochtone. Le grand mythe d'origine athénienne, c'est l'ancêtre des Athéniens qui sort du sol, il pousse hors du sol comme une plante. Donc il est enraciné, hein, depuis toujours. C'est pour ça que c'est difficile de devenir citoyen. On ne peut pas. On l'est parce qu'on est citoyen parce qu'on a un père et une mère citoyens depuis toujours. À Rome, c'est très différent. On imagine les ancêtres comme débarqués d'ailleurs. Or, tout le monde connaît l'histoire d'Énée, qui est à l'origine, qui est l'ancêtre de Romulus, enfin qui est aux origines lointaines de Rome, de la ville. Il débarque comme un exilé. Il est passé d'ailleurs par le détroit de Sicile. Là, hein, il y a un livre de Bettini que tu as sur la table, là, qui est magnifique, qui décrit ça de manière absolument splendide. En fait, le voyage d'Énée, c'est le voyage de pas mal de migrants actuels, hein, qui débarquent en Italie venant des côtes de Tunisie, parce qu'ils passent par la Tunisie. Enfin bref. Donc, la romanité, c'est pas une question d'autochtonie. C'est une question de fidélité à un site qu'on a choisi une fois pour toutes. Donc, à l'origine de la ville, et ça, pour nous, c'est directement intéressant, Romulus a réuni une population. Il y avait Romulus et Rémus, il y avait la colline du Capitole, puis le paysage de Rome, mais il n'y avait rien. Et il a désigné un endroit sur la colline du Capitole, à gauche, c'est derrière l'Arx, Araceli, hein, pour ceux qui voyagent à Rome, c'est à côté du Capitole, là, tout en haut. Derrière, il y a une sorte de petit parc qu'on appelle l'asile. Et ça s'appelle asile, c'est-à-dire c'est un endroit où on n'a pas le droit, en grec, asile, c'est un mot grec qu'on utilise à Rome, mais ça veut dire un endroit où on n'a pas le droit de piller, on n'a pas le droit de détruire, c'est un endroit sacré, quoi.
Et dans cet endroit choisi par Romulus, dans cet asile, Asilum, il appelle à venir tous ceux qui veulent, qui sont des gens sans feu ni lieu, des errants, des migrants qui rôdaient dans la région et qui constituent la première population de Rome. Ça, alors là, on est aux antipodes du modèle athénien. On est vraiment dans un modèle d'immigration qui contraste fortement avec un modèle d'autochtonie. Mais c'est chaque fois des récits d'origine. C'est chaque fois des récits d'origine. Donc, on comprend bien que dans ce sens-là, il y a des conceptions différentes. Hein. Et pour conclure sur Rome, Rome, c'est jamais que, comme disait un tout grand archéologue disparu aujourd'hui, mais Rome, c'est jamais qu'une petite ville grecque très isolée. Hein. Donc c'est la même chose, Rome et la Grèce, il ne faut pas les distinguer. Mais Rome, vous le savez peut-être, n'a jamais vraiment adopté la notion grecque de barbare. Pour Rome, il n'y a pas de barbare. Les Romains se posent comme simultanément indigènes et allogènes. Et puis, bon, barbare en grec, ça veut dire que tu ne parles pas grec, hein, mais en même temps, ça ne veut pas dire seulement ça. Un barbare, il est naturellement esclave pour Aristote. Ça, les Romains, ils n'ont pas pensé des choses comme ça. Voilà. Bah, merci. Je crois qu'il y a des similarités assez frappantes avec notre époque, et puis on est assez tenté de faire beaucoup de liens, notamment ce que tu disais du statut de métèque. Je crois qu'en général, on pourrait situer la Suisse un peu plus près d'Athènes que de Rome. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que... Je le craindrais. Cette question de métèques qui restent étrangers et leurs enfants restent étrangers et les enfants de leurs enfants restent étrangers, ça ressemble quand même pas mal à une conception, à une représentation de l'identité suisse qui est assez fondée dans l'autochtonie, hein, dans le mythe des Waldstätten, et on serait soit suisse et les enfants de ces peuples-là, soit voilà, il y a la procédure de naturalisation, mais elle est toujours débattue. Si un étranger porte un trading, il ne peut pas être naturalisé, comme on l'a vu encore récemment. C'est un exemple réel. Hein. C'est une commune qui a refusé la naturalisation parce qu'un monsieur portait un trading. Enfin, je pense qu'on est quand même dans cette conception autochtone et qu'on peine à concevoir, comme tu dis, de Rome, une vision des origines comme issue de l'extérieur aussi. Et ce que je trouve intéressant aussi pour faire le lien avec la problématique que nous, on voit dans les milieux de l'asile, c'est une Rome fondée sur l'immigration et cet espoir qui anime beaucoup de réfugiés de trouver asile et de fonder quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que c'est un rapprochement qu'on peut faire, même si tous n'y sont pas Romulus. Alors, on voit concrètement hein, qu'il y a des phénomènes d'exil et d'immigration dans l'Antiquité. Et puis, si on entre un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui guide en fait la population, les Grecs, dans l'accueil des immigrants? Aujourd'hui, il y a un faisceau d'explications possibles. Il y a les convictions religieuses, il y a les droits de l'homme, il y a des valeurs de solidarité. Qu'est-ce qui fait office de guide pour les citoyens grecs? Est-ce qu'ils sont hostiles aux nouveaux arrivants? Est-ce qu'ils les prennent en pitié? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ça, c'est une question vraiment importante, hein, parce que du point de vue de l'Antiquité, là, parce qu'on est dans une sorte de contradiction, mais on est souvent dans des contradictions, ben chez nous aussi bien sûr, mais la contradiction pourquoi? Parce que la misère fait peur aux Grecs. Un Grec, par rapport à la misère, il n'aura pas une attitude chrétienne, hein, du tout. La charité, c'est pas grec. La pitié, c'est pas grec. La pitié, c'est une mauvaise émotion, condamnable. D'ailleurs, c'est pour ça d'après Aristote, c'est pour ça qu'on a inventé la tragédie. C'est pour se purifier de la pitié. C'est mauvais, la pitié. Donc, la misère fait peur. La misère, on n'aime pas. Aristote précise
qu'on en a peur comme de la laideur, de la maladie, de la privation d'amis, de la mort. Donc voilà. Donc le misérable, à première vue, il est pitoyable, mais il n'y a pas de pitié, quoi. Et il ne suscite pas un sentiment de charité. Quand en plus c'est un étranger qui débarque, il peut même faire peur. Et là, on a quand même des témoignages, mais alors ça, j'aimerais bien distinguer. Ce que je vais dire maintenant de cette peur de l'étranger, elle est surtout partagée par les intellectuels. C'est très étrange, ça. Beaucoup plus que par ce qu'on peut percevoir du peuple grec. Alors, c'est chez des philosophes, et généralement des philosophes un peu extrémistes, un peu puritains, et peut-être même un peu... assez mystiques, quoi, aussi. Il y a un courant de pensée, là, qui associe l'étranger à la souillure. Mais c'est pas tellement populaire, cette histoire. C'est un courant de pensée qui est lointainement inspiré de Platon, d'ailleurs, qui définit la pureté. Alors ça, je pense que c'est important pour tout le monde. La pureté comme absence de mélange. Le terme grec, c'est amixia, pas de mixture, quoi. La souillure, c'est le mélange. C'est-à-dire quand de l'autre se mêle au même. Alors, je vous avais dit, des gens un peu mystiques, tout ça, il y a des abstinents là-dedans, beaucoup d'abstinents. Des philosophes néoplatoniciens abstinents comme Porphyre, qui disent qu'il faut éviter de consommer certains aliments pour éviter le mélange, précisément. C'est-à-dire pour éviter la souillure causée par le mélange. Il ne faut pas mêler le même à de l'autre, à du contradictoire, donc ne pas mêler mon corps vivant à la chair d'un animal mort, par exemple. Là, vous me direz, bon, je parle maintenant de la nourriture, mais c'est la même chose. La pureté consiste à ne pas se mêler à son contraire. Et de la prescription alimentaire, on passe très vite chez ces philosophes à des prescriptions sexuelles, abstinence sexuelle, parce que mêler le féminin et le masculin, tout ça, c'est pas très bien. Donc, et puis, condamnation de toutes les unions d'ailleurs, aussi hétéro que ce soit hétéro ou homosexuel, et puis avec un souci de maintenir l'intégrité du même, de le préserver à tout prix du contradictoire. Alors là, on en arrive, par exemple, c'est au sujet qui nous intéresse. Ce philosophe Porphyre, du IIIe siècle de notre ère, décrit la vie des Spartiates. Alors, les Spartiates, c'est pas comme les Athéniens, c'est pire. Les Spartiates, eux, ils aiment vraiment pas les étrangers. Les Spartiates, leur vie a été réglée par un législateur, Lycurgue, dont Porphyre fait l'éloge. Parce que Lycurgue avait dit qu'il fallait éviter tout contact de la population spartiate avec des étrangers, même des marchands itinérants. Vous devez faire très attention. Donc la peur du contraire entraîne la peur de l'autre. C'est un exemple extrême, ça, Sparte. Mais c'est intéressant. Ça n'a aucun rapport avec la race. Hein. D'ailleurs, la notion de race ne veut rien dire dans l'Antiquité. Et il n'y a pas de cette notion du tout. Et puis, ils n'ont même pas la question de la couleur de peau, ça n'entre pas vraiment en considération. C'est très intéressant, ça. Non, mais c'est la peur de l'autre, simplement, en tant qu'autre, en tant que xénos, c'est-à-dire étranger. Donc, en fait, il y a une forme de xénophobie, mais le mot est grec, mais le mot a été forgé à l'époque moderne. C'est un néologisme apparu dans la langue au début du XXe siècle. Il paraît que xénophobie vient comme dérivé de xénophobe dans l'invention. Alors là, je ne peux pas le prouver parce que je n'ai pas eu le temps de faire cette recherche. Il paraît que c'est Anatole France, en 1901, qui a inventé le mot xénophobe. Peut-être que vous savez ça mieux que moi, mais voilà. Bref. Donc, je dirais que, quand même, il faut faire attention. La cité grecque ne connaît pas de xénophobie systémique. Sinon, peut-être à Sparte, ça c'est possible. Les Grecs, alors c'est là que vient la contradiction. Ça, c'était la peur et la souillure. Maintenant, il y a l'autre versant, contradictoire. C'est-à-dire que les Grecs sont encouragés par de grands exemples que tous connaissent par cœur à accueillir l'étranger
qui débarque, alors même qu'il serait démuni de tout. Cet étranger, et ça c'est un thème quand même très important, risque d'être un dieu sous forme humaine, qui est passage sur terre. Il faut faire attention. Ça, il y a d'innombrables textes qui le disent, ça. Alors il y a des textes qui nous parlent des gens qui n'aiment pas les étrangers, mais qui en font des monstres. Le plus célèbre, c'est le cyclope de l'Odyssée, qui dévore les compagnons d'Ulysse. L'hospitalité, même chez les gens qui ont peur de la misère, est un critère d'humanité. L'hospitalité est un critère d'humanité, un critère qui distingue le sauvage du civilisé, ou le civilisé du sauvage plutôt. Comme le fait de manger du pain. Manger du pain, c'est très important. Quand on mange du pain, c'est qu'on est civilisé. Et quand on mange du pain, généralement, on est hospitalier. Alors, l'exemple le plus fameux, je vais juste l'évoquer, je pense qu'il faut quand même l'évoquer parce qu'il est vraiment très beau. C'est l'exemple que tous ont en mémoire. C'est Ulysse. Ulysse naufragé qui sort de la mer, un peu comme l'image qu'on a mise sur l'affiche là. Mais il est recueilli non pas par un homme qui vit dans la mer, mais par une jeune fille, Nausicaa, qui va le conduire au palais de son père, le roi des Phéaciens. Il émerge. Il est rescapé de la tempête, enfin, son radeau s'est disloqué, et il est complètement fatigué, et même très amoché. Et il a dormi dans les broussailles. Et il émerge à l'aube, une branche feuillue cachant sa virilité. Et il apparaît comme ça à la jeune princesse Nausicaa et à ses compagnes, toutes ces jeunes filles qui sont venues avec elle à l'embouchure d'une rivière là, qui se jette dans la mer pour laver du linge ensemble et jouer au ballon. Alors, comme dit Homère, effroyable il parut, défiguré par la saumure, et toutes ces jeunes filles s'égaillèrent vers l'extrême pointe des grèves. Seul resta l'enfant d'Alkynos. Alors là, on a l'hospitalité. Ulysse hésite. Il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais toucher les genoux de cette jeune fille? C'est-à-dire que ça serait le geste désespéré et quasi, mais en même temps inné, parce que c'est un geste universel qu'on rencontre encore aujourd'hui dans des situations de conflit, le geste de toucher le genou, se mettre à terre et toucher le genou pour essayer de supplier. C'est le geste du suppliant. C'est le geste absolu du suppliant, ça. Alors il se demande, est-ce que je dois faire ça? Ou bien me contenter de ne pas l'effaroucher en lui adressant des paroles judicieuses et douces comme le miel, pour obtenir d'elle, quoi? Qu'elle lui donne des habits et lui indique le chemin du bourg. Il opte pour la seconde solution. Alors, ça c'est très, très beau, c'est un texte vraiment extraordinaire. Es-tu femme ou déesse? Es-tu femme ou déesse, lui dit-il. Alors même elle se demande si c'est pas un dieu aussi. Si tu es déesse, tu es belle à l'égal de la chaste Artémis. Si tu es femme, alors je n'ai jamais vu de mortelle, femme ou homme, pareil à toi. Jamais. Tu suscites en moi une crainte révérencieuse. Je n'ai rien vu de tel qu'une seule fois, à Délos, à côté de l'autel d'Apollon. C'était le tronc droit d'un jeune palmier. Comme alors, devant lui, je demeurais longtemps dans la stupeur, car jamais un tel arbre n'était monté de terre. De même, femme, je t'admire avec stupeur et je crains de toucher tes genoux. Et Nausicaa répond, elle lui dit, étranger, xénos, toi qui ne sembles ni sans noblesse, ni stupide. Le Dieu souverain, Zeus, est seul à distribuer le bonheur aux humains, nobles ou gens de peu, à son bon gré. Ce qu'il t'a accordé, il faut que tu l'endures. Mais puisque tu es arrivé sur notre terre, dans notre cité, tu ne manqueras ni de vêtements, ni d'aucune chose qui sont de mise pour le misérable qui vient en suppliant, Iketes. Je t'indiquerai le chemin du bourg et je te dirai le nom du peuple qui habite ici. Et Nausicaa dit à ses servantes, pour bien marquer la situation, nous, chez les Phéaciens, on vit à l'écart du monde, très loin dans la mer tumultueuse,
Aucun humain ne vient jamais se mêler à nous, d'ailleurs. Mais celui-ci qui nous arrive est un malheureux, égaré, dont il faut maintenant prendre soin. Les autres et les humbles viennent de Zeus, et le plus petit don est cher à Zeus. Alors, savant, donnez à cet hôte la nourriture, la boisson, lavez-le. Voilà. Et ensuite, l'histoire continue. Ulysse est conduit jusqu'au palais, mais il entre dans le palais invisible. Il est entouré par une nuée qui le rend invisible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la salle où il y a les nobles de Phéacie, et il va directement auprès de la femme du roi. Ça, c'est intéressant quand il s'adresse à un être féminin. Et il s'adresse à elle comme le suppliant, c'est-à-dire que il lui saisit les genoux, alors voilà, il le fait, à deux bras, et lui adresse une prière avant d'aller s'asseoir dans la cendre au bord du foyer. Donc, il fait le geste du suppliant, puis ensuite, humble, il attend le verdict. Alors, c'est le plus vieux des habitants, le plus vieux des Phéaciens, qui dit au roi, qui lui ne bougeait pas, il lui dit, c'est pas bien ça, c'est pas beau de pas bouger. C'est pas bien de laisser l'hôte à terre dans la cendre. Les autres qui sont tes sujets là, ils disent rien parce qu'ils attendent que toi tu parles. Alors parle, relève l'étranger, fais-le asseoir sur un fauteuil clouté d'argent et commande on dirait au maître d'hôtel de mélanger le vin pour rendre gloire à Zeus, dieu de l'éclair, ami des suppliants. Et que pour l'hôte, l'intendante improvise un repas. Alors ça, c'est fondamental. Le dieu souverain, Zeus, est protecteur de l'étranger. Et c'est un dieu hospitalier. Xenios. Il veille sur l'hospitalité, la xénia, qui relève d'une justice primordiale, qui ne relève pas de la justice habituelle, mais d'une justice primordiale qu'on appelle en grec la thémis. Par l'hospitalité qu'on lui offre, l'étranger est reconnu comme un humain à part entière. Et surtout, et ça c'est ce qui me touche beaucoup, et je pense que vous qui connaissez des personnes, hein, parce que c'est ça qui est important, cet humain est riche d'une histoire. Et puis l'Odyssée, c'est ça, on raconte des histoires. L'étranger qui est reçu, on s'attend à ce qu'il raconte ses malheurs. Il faut qu'il les raconte, parce qu'on prend plaisir aux histoires qu'on partage. Et ça, c'est fondamental. Merci. On est assez loin dans ce récit de la décision de non-entrée en matière pour renvoi vers un pays du Blin, comme on la connaît aujourd'hui. On voit au contraire un accueil royal et dit de Snon qui est proposé à Ulysse. Dans ce mythe et dans la mythologie grecque en général, la mer Méditerranée est le théâtre de l'exil, du naufrage. C'est pour ça qu'on a choisi cette image pour le flyer de la conférence. Alors si jamais c'est un tableau qui date du XVIIIe siècle, qui a été peint par Claude-Joseph Vernet, qui s'intitule « Tempête sur une côte méditerranée » et dont on pourrait prendre l'image et la mettre côte à côte avec les reportages sur les naufrages actuels et qui est toujours pleinement d'actualité. Moi, je voulais donner quelques informations sur l'état de cette catastrophe qui se déroule en Méditerranée, cette tragédie. Je vais aller assez vite parce que c'est vrai qu'on est bientôt à l'heure de jeu et puis on a encore un certain nombre de choses à dire. Donc j'ai regardé les chiffres de l'Organisation internationale des migrations qui dénombre 20 000 êtres humains qui sont décédés lors d'une traversée de la Méditerranée depuis 2014, donc en à peine plus de 5 ans. Évidemment, aux personnes qu'on peut comptabiliser s'ajoutent les personnes qu'on ne peut pas comptabiliser et qui meurent noyées et dont on ne retrouve pas le corps. Donc ce sont des chiffres vertigineux.
évidemment, les chiffres de traversée restent toujours assez élevés. À fin août 2020, d'après le secrétariat d'État aux migrations, nous dénombrions 9 000 traversées entre la Turquie et la Grèce, 20 000 en Méditerranée centrale, donc entre la Libye et l'Italie, et 15 000 traversées entre le Maroc et l'Espagne. Alors évidemment, le risque quand on brandit des statistiques comme ça, c'est d'oublier que toutes ces personnes ont des proches, des destins, des parents, des enfants. Et c'est assez tragique d'imaginer que sous l'effet du contrôle des frontières, donc des opérations sous les obstacles qu'on dresse aux bateaux de sauvetage, en même temps du renforcement des forces des gardes-côtes libyens, turcs, tunisiens, etc., le taux de mortalité des personnes qui tentent une traversée ne cesse d'augmenter, même si le chiffre total diminue. Alors évidemment, on se demande combien de temps est-ce que ça peut durer et quelles sont les réponses politiques qui peuvent être élaborées. Comme vous le savez, les réponses politiques vont plutôt renforcer cet effet de barricade que constitue la Méditerranée. La Commission européenne souhaite, dans les grandes lignes, renforcer le contrôle des frontières, constituer une force de garde frontière à l'horizon de 2027 de près de 10 000 hommes qui ne répondraient plus à un État, mais seraient directement sous les ordres de l'agence Frontex. La Suisse prévoit de participer à la constitution de ce corps de 10 000 hommes et femmes en contribuant à hauteur de 83 millions d'ici 2027. Donc voilà ce qui attend les migrants. Ce n'est pas le Cyclope ou les sirènes ou Circé, mais Frontex, les gardes-côtes et les camps qui sont situés aussi sur les îles grecques, dans le sud de l'Italie, à Malte, et à partir desquels il est prévu de faire un espèce d'ersatz de procédure d'asile accélérée, à partir desquels quelques heureux seraient solidairement relocalisés vers les pays d'Europe, mais ça restera évidemment très insatisfaisant. Je profite de vous parler de ça pour vous dire que cette semaine a été lancé un appel au Conseil d'État du canton de Genève pour accueillir des mineurs non accompagnés du camp de Moria. Le camp de Moria, c'est ce camp de réfugiés qui a brûlé dans la nuit du 8 au 9 septembre et qui était surpeuplé. Et face à ce drame, la Suisse a annoncé qu'elle pouvait accueillir 20 migrants mineurs non accompagnés, ce qui est évidemment un chiffre pitoyablement bas. Du coup, dans les différentes villes de Suisse, les autorités politiques, les citoyens demandent à ce qu'on accueille davantage de personnes. Et du coup, il y a un appel qui est adressé au Conseil d'État du canton de Genève, qui a été signé par la coordination asile, qui est signé par le Centre social protestant, et qui demande à ce que le canton s'engage à accueillir en tout cas 20 autres mineurs non accompagnés à Genève, et de proposer à tous les autres cantons d'en accueillir 20, et qu'ainsi on en accueille plutôt 520 que 20, comme l'a proposé la Suisse. Donc voilà pour l'actualité comment on pourrait dire, des descendants d'Ulysse, quelque part. Un des points que je relevais aussi dans la manière dont le mythe est raconté, c'est ce dilemme dans lequel se trouve Ulysse de ne pas savoir comment s'adresser aux personnes qui vont décider de son sort. Et c'est ce qu'on rencontre aussi, nous, dans les consultations juridiques ou dans le conseil aux requérants d'asile, de ne pas savoir... d'essayer de conseiller les personnes pour qu'elles n'inventent pas trop de paroles douces comme du miel, et leur expliquer que supplier ne suffira pas, mais voilà, leur expliquer les rouages de la procédure administrative qui parfois est imprévisible, encore plus imprévisible qu'un oracle grec, mais qui, disons, dans laquelle il faut être accompagné. Voilà pour ce point.
moi, je me demandais justement si tu pouvais nous en dire plus sur l'ancrage de l'hospitalité dans le monde grec. Ici, c'est le plus vieil habitant qui finit par recommander au roi ou enjoindre le roi à accueillir. Alors à l'époque, il n'y a pas de loi écrite, les droits humains n'existent pas. Qu'est-ce qui dicte le comportement? Qu'est-ce qui fait loi? Je pense que ce que tu as remarqué est important parce que c'est un vieux, c'est le plus vieux. Donc le plus vieux, c'est celui qui connaît mieux les choses pour un grec, parce qu'il a la mémoire de la coutume. Et il faut respecter la coutume. C'est pas la question, c'est pas une loi comme chez nous, il n'y a pas de loi écrite à l'époque d'Homère comme ça. Hein. Mais c'est une loi naturelle. Et cette loi naturelle, les dieux veillent sur elle. En fait, c'est une loi antérieure et supérieure, même quand le droit commence à se constituer, mais ça se constitue dans l'histoire assez tard, quand même. À partir du 6e siècle, mais c'est vraiment plutôt 4e même. Donc, c'est une loi naturelle que les Grecs, pour lesquels ils ont beaucoup d'attention, c'est une loi supérieure à ces lois que vont édicter les cités. Chez Hésiode, chez Sophocle, chez Aristote, chez Cicéron, mais on retrouverait ça même chez Jean-Jacques Rousseau. C'est un droit qui n'est pas saisi d'abord sous le rapport du politique, de l'institutionnel, mais qui est saisi sous le rapport du moral, de la morale, de l'éthique. Ça, c'est fondamental. Et puis, je pense qu'actuellement, ça nous parle. Il faudrait vraiment revenir à l'éthique d'une certaine manière. Mais comment? J'en sais rien, moi. À Athènes, cette loi naturelle, immémoriale, non écrite, mais à laquelle on se réfère, et à laquelle, j'en dirai un mot tout à l'heure, Antigone se réfère, elle porte un nom. À Athènes, elle porte un nom, mais elle porterait d'autres noms dans d'autres cités, mais à Athènes, c'est un héros paysan, Bouzugas, Bouzug, l'atteleur de bœuf, auquel on fait remonter un rite de labour qu'on effectue effectivement à Athènes chaque année au pied de l'acropole, dans un champ. Et ce labour rituel, il faudrait ajouter que ce labour, c'est lié donc au blé, aux céréales, c'est-à-dire à ce que Déméter a inventé, c'est-à-dire à ce qui fabrique le pain, c'est-à-dire la civilisation. Il y a labour pour la civilisation. Et ce labour rituel a pour fonction de rappeler les bases élémentaires de la civilisation. Alors, l'officiant, c'est un prêtre en fait, qui guide la charrue, prononce ce qu'on appelle les malédictions bouzugiennes. Excusez-moi, mais c'est assez drôle, mais en même temps, c'est fondamental. C'est des malédictions qui s'adressent au pire des crimes, c'est-à-dire à ceux qui transgressent les règles les plus sacrées en refusant de partager l'eau et le feu, quand quelqu'un demande l'eau et le feu, en refusant d'indiquer le chemin. Alors là, on pense à Ulysse qui débarque et qui dit « Où est le bourg ?» Je t'indique le chemin du bourg. Indiquer le chemin à ceux qui sont égarés et en refusant aux morts une sépulture. Ça, c'est les crimes impardonnables. Le feu, l'eau, le chemin. Mais la direction, c'est ce que demande tout humain en situation de migration, évidemment. Mais il demande quel chemin? Il demande le chemin qui va le conduire à l'intégration. Hein? Et ça, c'est les bases qui permettent d'échapper à la sauvagerie. Ça précède l'établissement des règles politiques. Une humanité privée de cela serait privée aussi du feu sacrificiel qui unit les hommes aux dieux. Le chemin, c'est celui de la cité, comme espace de relation normale avec les dieux. Un espace dont il s'agit de rappeler l'origine périodiquement, parce que l'équilibre politique est une chose fragile. Ce rappel est celui du rapport, chaque année, hein, ce rappel est celui du rapport essentiel, vital, entre la justice et la coutume. Et donc, entre la coutume et la loi,
tels que définis par des magistrats qui exercent leur pouvoir sur la cité. Alors cette règle d'hospitalité m'entraîne, si tu permets, à quelque chose qui nous rapproche du Grand Saconnet, parce que vous savez que le projet de centre d'expulsion a été baptisé Philémon et Baucis par les architectes. Alors, disons un tout petit mot. On est en Asie mineure. Zeus ou Jupiter visite la Terre en compagnie de son fils Hermès, Mercure. Ils ont pris apparence humaine. Ils viennent voir comment se comportent les humains. Et ils arrivent dans un village où habitent Philémon et Baucis. Mais avant d'arriver là, toutes les portes se sont refermées. Personne ne les a accueillis. Seuls Philémon et Baucis les accueillent, les installent. Ils ne savent pas qui c'est. Le mieux du possible, dans une petite chaumière misérable. Ils sont très pauvres. Ils leur offrent deux choses sur lesquelles insiste Ovide qui raconte l'histoire. Le plaisir, le réconfort de la conversation, ça c'est très important. Le réconfort de la conversation et une nourriture frugale. Ils vont jusqu'à sacrifier pour ces deux inconnus l'unique volatile qui occupe leur basse-cour. Et les deux dieux se révèlent à ce moment-là. Et ils disent maintenant, nous sommes deux dieux là, alors vous allez nous accompagner, on va au sommet de la colline, on va au sommet de la montagne, c'est une colline, et à mesure qu'ils s'élèvent, les eaux recouvrent la plaine et le village, c'est un déluge. Tous les habitants sont noyés, tous ceux qui ont fermé leurs portes. Il ne reste plus que la chaumière de Philémon et Baucis. Épargnés par le déluge, leur chaumière devient un petit temple de marbre et d'or, dont les deux vieillards, qui ont obtenu de n'être jamais séparés, deviennent des prêtres et les gardiens jusqu'au terme de leur existence. Ils échappent à la mort, se transformant en deux arbres à jamais enlacés. Voilà, c'est une belle histoire, ça, mais on est très loin de ce qu'on fabrique au Grand Saconnet. Alors, ouais, ceux qui ont snobé les vagabonds finissent noyés et ceux qui ont ouvert leurs portes sont favorisés. Alors, on est évidemment, comme tu me dis, on est loin de la réalité que nous on traverse. Moi, ça m'a fait penser à une histoire inverse que je voulais vous conter, peut-être pas aussi bien que toi, mais ça m'a fait penser à l'histoire du délit de solidarité, qui est l'exact inverse de cette histoire. Oui. Ça m'a fait penser à un autre vieillard, enfin, je ne sais pas si elle aimerait que je la désigne comme telle, mais comme vous le savez, Annie Lantz est une militante du droit d'asile depuis de nombreuses années. Elle a plus de 70 ans. Elle a rencontré en Italie un jeune demandeur d'asile afghan qui voulait rejoindre sa famille en Allemagne, mais il était bloqué et en détresse, comme bien souvent en Italie. Il dormait dehors, les températures étaient négatives, et Annie Lantz, répondant à un élan d'humanité, l'a pris dans sa voiture et conduit en Suisse. En Suisse, elle est contrôlée par les gardes-frontières et elle fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la loi sur les étrangers, franchissement illégal, aide au franchissement illégal d'une frontière. Elle a finalement défendu sa cause jusqu'au tribunal fédéral qui a confirmé la condamnation, expliquant que le jeune ne se retrouverait pas dans une situation de détresse telle en Italie qui ferait que Annie Lantz l'aurait aidé à franchir la frontière pour des raisons légitimes. Donc au final, elle est condamnée à une amende, je crois, d'à peu près 800 francs. Et ben voilà, c'est un délit qui lui est imputé. Alors là, évidemment, on aurait voulu que le jeune Afghan révèle sa déité, chevauche les nuages et noie les juges de mon repos. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ce que je voulais dire par rapport, et peut-être ça nous permet d'enchaîner sur la suite. Alors, ce qu'il y a déjà dans ces récits, c'est qu'il faut qu'il y ait rencontre, c'est-à-dire qu'à chaque fois les dieux rencontrent les suppliants ou les requérants d'asile ou les errants. C'est la condition première à l'histoire. Et puis de plus en plus, la loi sur l'asile se passe dans des centres, dans des camps, dans
les îles grecques, et les gens ne nous parviennent même plus. Donc il y a même, on est en amont de l'histoire, on est là où il n'y a même plus la rencontre possible. Donc La ça, rencontre et le récit. et le récit. Bon, Ouais. on raconte son expérience et on l'écoute avec plaisir. Enfin, avec plaisir. C'est triste, mais enfin, je veux dire, oui, il faut parler. Ouais. Donc ça, c'est une première condition. Puis la deuxième condition, on voit bien que cet élan d'humanité qui est celui de Philémon et Baucis et Danny Lance et d'autres se heurte aux lois de la cité, à l'ordre juridique existant. Alors, je crois qu'on va finir cette conférence sur Antigone comme étant peut-être un exemple de personne qui contrevient aux lois. Oui, c'était un exemple, c'est plus qu'un exemple. Je veux dire, Antigone s'imposait comme figure de résistance, de résistante, de révoltée. Donc c'est la sœur de Polynice et d'Éthéocle qui sont les deux fils d'Édipe qui se combattent l'un l'autre parce que sous les murailles de la ville et qui se tuent l'un l'autre. Éthéocle défendait la cité que venait assiéger son frère. Bon, c'est des questions compliquées, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc le frère, donc Polynice vient attaquer la cité défendue par Éthéocle, mais c'est les deux fils du vieux roi Édipe. Il vient, Polynice, accompagné de soldats étrangers. Donc voilà, mais il meurt. Il n'a pas pris la cité, il est tué par son frère. En même temps, il a tué son frère aussi, les deux sont morts. Donc Édipe, il est condamné par, de toute façon, par ce qu'il a commis avant. Donc il n'y a plus de pouvoir. Le pouvoir, il y a une vacuité là. Donc le pouvoir est saisi par Créon. L'oncle, c'est l'oncle de Polynice et d'Éthéocle, l'oncle d'Antigone, qui représente au fond le tyran là. Voilà. Alors que c'est lui qui décide. Que faire du cadavre de Polynice? Cadavre. Alors la coutume voudrait qu'on rende le cadavre aux siens. Qu'on laisse les siens, ceux du cadavre, s'occuper du cadavre. Sa famille, quoi. Ou les troupes avec lesquelles il était. C'est ce qu'on fait normalement, même avec des barbares. Hein. Mais il se trouve que les siens, pour Polynice, c'est Antigone et Ismène, ses sœurs. L'autre possibilité aurait été de rejeter le cadavre hors du territoire de la cité, le laisser hors des murailles, et puis laisser ceux d'Argos qui sont venus avec Polynice le soin de s'en occuper. Mais ceux d'Argos, ils sont déjà partis. On nous le dit ça au tout début de la pièce. Ils sont rentrés chez eux. Donc il n'y avait rien à faire. Le problème, au fond, c'est un paradoxe insoutenable qui aveugle Créon, qui est créé par l'identité ambivalente du cadavre. Ce cadavre n'est ni d'ici, c'est le cadavre d'un parent, mais qui est devenu l'ennemi de la cité, ni d'ailleurs. Alors, c'est vraiment très fondamental, ça, dans la tragédie. Il y a une contradiction qui faisait d'Édipe le roi, autrefois, un monstre négateur du temps, puisqu'il confondait les générations, Édipe. Il couchait avec sa maman, il n'y a plus de fils de père, on ne sait plus où on en est, au niveau du temps et de la génération. Mais avec le cadavre de Polynice, la contradiction résulte de la négation de l'espace politique. La frontière entre le citoyen et le non-citoyen est effacée, on ne sait plus. Et Créon ne conçoit pas la possibilité de faire incinérer ce cadavre, puis de laisser les siens mettre les cendres au tombeau. Alors c'est cette interdiction formelle de Créon qui suscite la révolte d'Antigone. Et Créon s'obstine, il est aveuglé jusqu'à la catastrophe.
une souillure frappe la cité, déclenchée par ce cadavre abandonné aux charognards. Et puis, la souillure est renforcée encore par l'atroce mise à mort que Créon imagine pour Antigone révoltée. Il imagine l'emmurer vivante et l'abandonner dans sa prison. Alors là, intervention d'un visionnaire. C'est Tirésias, le vieux qui a tout compris. Il sait tout. Et il le dit en une formule percutante. Il faudra que Créon paie le prix de ses corps tyrannisés, un corps vivant, celui d'Antigone, enfermé à l'intérieur de la terre, c'est-à-dire muré vivant, et le corps d'un mort, celui de Polynice, retenu hors de la terre, sans sépulture. Le prix à payer, eh bien, ce sera le corps du fils de Créon. Son fils qui devait épouser Antigone et qui se suicide sur le cadavre d'Antigone, en fait. Aimant. Donc, ça c'est extraordinaire. L'aveuglement de Créon va durer au-delà du repentir même. Parce que le devin lui dit tout ça. Et quand le devin quitte la scène, Créon est ébranlé. Il se dit, oh là là, il finit par céder au conseil. Il décide d'ensevelir Polynice, de ressortir Antigone de son cachot. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, voilà. Alors, pour conclure, évidemment, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais pour conclure, il faut revenir aux paroles d'Antigone face à Créon, quand elle se trouve au début de la pièce face à Créon. Créon lui dit, « Ainsi, tu as osé passer outre à ma loi ?» Et Antigone répond, « Oui, car ce n'est pas Zeus qui l'avait proclamé cette loi, ce n'est pas la justice, et je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes, tes interdits, quoi, fussent assez puissants pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois. » Alors là, elle évoque les lois non écrites, inébranlables, les lois des dieux. Ces lois-là ne datent pas, elles, d'aujourd'hui ni d'hier, elles sont éternelles, et nul ne sait le jour où elles ont paru. Ces lois-là, pouvais-je donc, par crainte d'un homme, de toi, quoi, de ce tyran, m'exposer à leur vengeance chez les dieux? Alors, si on regarde la chose depuis Athènes, je conclurai comme ça, personnellement, la pièce est jouée à Athènes, et en fonction de la tradition athénienne la plus courante, ce qu'il fallait faire était évident. Aristote, qui cite ces vers fameux, distingue les lois particulières, construites pour des communautés particulières, les lois qui peuvent être écrites d'ailleurs ou non écrites, c'est égal, mais il les oppose, ces lois-là, à la loi commune, naturelle, qu'Antigone présente comme étant non écrite, celle qui concerne l'humanité tout entière. L'interdit énoncé par Créon relève au mieux du registre des lois particulières. En l'occurrence, ce qu'a proclamé Créon n'est jamais qu'un décret prononcé, en plus par un dictateur. Ce décret repose sur une décision arbitraire, contraire à la loi non écrite. La loi non écrite, c'est celle des bousigues dont je vous ai parlé. Voilà, je m'arrête là. Je crois que le parallèle est très clair entre les lois particulières que l'on peut adopter dans certains cantons ou certains pays, et puis la forme peut-être plus universelle, soit du geste éthique, soit des droits humains, qui représentent peut-être plus soit le geste d'Antigone, soit la loi à laquelle Antigone obéit, soit peut-être les malédictions de Bousigui, c'est comme ça, Bousigui, pardon. Bon, très concrètement, on voit dans les tragédies grecques que c'est il y a beaucoup d'atrocités qui se passent, mais dans notre monde aussi. Moi, en relisant ta retranscription de la tragédie d'Antigone, ça m'a aussi fait penser que la coordination Asile et plusieurs associations à Genève ont dû aussi se battre pour des deux jeunes hommes qui avaient mis fin à leur jour, et donc Yémané et Ali Reza, qui sont deux jeunes demandeurs d'asile qui n'avaient plus de perspective. Et
un peu comme Antigone, nous avons dû nous battre pour qu'il y ait des rites funéraires, des espaces de recueillement et collecter de l'argent pour que leurs corps soient renvoyés auprès de leurs proches. Donc on aide quand même dans ce type de discussion et n'oubliez pas ces deux jeunes. D'ailleurs, c'est tout à fait frappant que tu expliques que la condition de l'exilé se rapproche de celle du mort qu'on ne peut pas enterrer. Alors, de manière générale, la rigidité de Créon rappelle bien des aspects de notre politique d'asile. Et nous, tous enfants d'Antigone, essayons d'exprimer nos élans d'humanité qui se heurtent à une loi rigide, parfois absurde. Ce qui nous permet de terminer sur le centre de renvoi qui devrait être construit au Grand Saconnet. Ce centre est aux antipodes de l'humanisme qui devrait caractériser Genève. Il est sur une parcelle coincée entre le tarmac de l'aéroport et la bretelle de l'autoroute. Il y aura un bruit d'avion infernal qui fait dire à l'Office fédéral de l'environnement que l'emplacement est impropre à l'habitation et des conditions de vie qui confinent à la détention. Donc face à cette absurdité, nous n'avons pas d'autre choix que la révolte et merci de nous rappeler le comportement subversif qui fut celui d'Antigone. Alors, la loi de Créon, ou faudrait-il dire celle de Pierre Maudet ou Mauro Peggia ou Karim Keller-Souter, n'est pas forcément souhaitée par le peuple. Hein. C'est un des éléments aussi qui ressort d'Antigone. C'est un moment le cœur, donc qui représente les citoyens de la cité, qui rappelle à Créon que cette situation n'est pas voulue. Et je crois que c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec le centre fédéral, c'est-à-dire qu'il y a les représentants du peuple qui ont adopté une motion pour l'interdiction de ce centre. Il y a eu des manifestations et voilà, ce projet se heurte à tout ça, mais dans notre réalité, c'est la loi de Créon qui risque de s'imposer peut-être. Voilà, je crois qu'on en a terminé pour ce qu'on voulait dire. Merci beaucoup. Merci à toi, parce que vraiment, je n'aurais jamais fait ça sans. Et puis, on va prendre quelques questions de la salle ou de Facebook, s'il y en a. Alors, monsieur, je vais juste... c'est pas que je vous entends pas, mais je vais répéter les questions, comme ça les gens qui suivent la vidéo peuvent avoir la question aussi. Alors, deux questions. La première, elle m'est venue avec une expression pensée à l'ombre des Grecs. Oui. Aujourd'hui, une certaine frange politique, surtout de droite, pour justifier le rejet, invoque un discours identitaire, et souvent qui passe par cet héritage gréco-romain. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que penser aujourd'hui, lire les Grecs aujourd'hui, est-ce que, enfin, dans la bouche de cette frange d'extrême droite ou de droite, ça pousse au rejet, mais la pensée à l'ombre des Grecs, c'est apprendre à être plus tolérant ou à être plus nuancé ou parce que aujourd'hui ceux qui rejettent revendiquent ce que nous apprennent les Grecs et les Romains. Enfin, pas vraiment ça, non, mais se disent, nous sommes les Occidentaux, nous sommes les enfants des Grecs et des Romains. Oui. Alors, je vais laisser réfléchir 2 secondes. Moi, je répète la question pour les gens qui nous suivent. Pardon. Donc, la question de monsieur, si je la résume, c'est, disons, Philippe Borgeaud nous invite à penser à l'ombre des Grecs. Aujourd'hui, toute une partie, tout un discours identitaire se revendique de l'héritage gréco-roman. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces deux éléments? Parce qu'il y a toujours le risque d'essentialiser les choses. Enfin, au lycée, on a toujours, enfin, moi, je fais du grec et du latin, c'est vraiment, on a une vision très édulcorée de ce monde, de représenter un idéal. Vous savez, c'est un problème qui mériterait un colloque. Quand j'ai commencé mes études,
faire du grec, ça voulait dire être réactionnaire. C'est-à-dire chercher des racines chez les inventeurs de la liberté, de la démocratie, toutes ces choses-là. Enfin, on descendait des Grecs, quoi, direct. Et puis, j'ai découvert très vite un courant quand même d'hellénistes très sérieux, qui m'a beaucoup marqué, c'était autour de Jean-Pierre Vernant, pour qui c'était pas du tout ça. Et pour qui la différence est aussi essentielle que ce qui ressemble. Hein. Et c'était ça qu'il fallait dire. C'est que les Grecs ne sont pas comme nous. Nous ne sommes pas des Grecs. Il y a nous et les Grecs. Mais c'est dans ce rapport de contraste. Quand on va en Grèce avec Vernant et son école, quand on allait, parce que maintenant c'est dépassé tout ça, mais maintenant on est nombreux à penser comme ça. On fait un détour pour revenir chez nous, mais on ne va pas aux origines chercher des racines. Et c'est ça que j'ai voulu dire par l'ombre. C'est-à-dire que plutôt que de chercher chez les Grecs des modèles, non, il faut se mettre à l'ombre de ce qu'ils racontent pour ne pas être terrassé par la violence de ce qui nous entoure. Parce qu'ils connaissaient des situations qui étaient certainement aussi violentes que les nôtres, mais le détour, l'écart qu'on fait en allant chez eux nous permet de mieux voir ce qui se passe chez nous, mais ça ne veut pas dire que ce soit la même chose du tout. Et là, je pense que c'est vraiment fondamental, et il faudrait faire un combat. Mais je pense que là, on a déjà gagné ce combat. Quand on voit ce que font les hellénistes aujourd'hui, majoritairement, il y a toujours les écoles, évidemment, il y a toujours mais ce que j'ai appelé l'école de Vernant, ça domine le monde maintenant. Donc il y a eu une révolution là quand même. Hein. Dieu merci. C'est une des figures les plus importantes pour moi, c'est Marcel Détienne. Lui, alors il m'a vraiment marqué beaucoup. Et Détienne, il a fini sa vie en luttant contre Sarkozy et l'identité nationale. Et c'est lui qui a lancé ces études merveilleuses sur l'autochtonie, d'ailleurs. Hein. Les Grecs enracinés, le citoyen enraciné, etc. Bon, mais ça, c'est partie d'hellénistes qui ne sont pas de la vieille école. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un tout petit peu à votre question, mais... Ouais. Peut-être prendre une autre question, si quelqu'un a. Monsieur. Oui, l'autre question, c'était la notion de mérite. Beaucoup d'étrangers, moi j'en ai fait partie, enfin je suis d'origine libanaise, mais à un moment donné, quand on s'intègre dans une société qui nous accueille, on a un sentiment de crispation vis-à-vis de d'autres, des nouveaux arrivants. Parce qu'on a fait l'effort de nous intégrer et on estime que les nouveaux arrivants, c'est paradoxal, hein. Dieu merci, j'ai changé, mais enfin, il y a eu cette... qu'on retrouve chez beaucoup d'étrangers qui se disent intégrés après plusieurs années. Et j'ai pensé au discours qu'adresse Ulysse à Nausicaa. Oui. S'il a été accueilli aussi, c'est parce qu'il fait un effort. C'est pris comme un morceau de rhétorique d'ailleurs, ce passage où il parle à Nausicaa. Oui. Il a fait un effort de verbe, un effort de parole. Est-ce qu'il n'y avait pas cette notion, et pour être affranchi aussi d'ailleurs à Rome, est-ce qu'il n'y a pas une notion de mérite aussi? Il faut mériter ça pour être intégré. C'est quand même un rusé, c'est pas un faible, Ulysse quand même. Il était peut-être tout nu et il ressemblait à un monstre, mais il était quand même très rusé. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Pour l'aspect que vous dites, celui qui s'est intégré relativement récemment regarde un peu bizarrement les nouveaux venus. Alors ça, en théologie, c'est très connu, ça. C'est les convertis sont les plus intolérants. Hein. Ça, c'est un phénomène humain assez normal, au fond. Ça, je l'observe, tout le monde l'observe, ça. C'est pas très grave, je pense pas, hein, mais bon.
Mais oui, je suis d'accord avec vous, hein, ce que vous dites là. Ouais. Il faut le mériter, quoi. C'est pas la charité chrétienne où on aime le faible parce qu'il est faible dans sa faiblesse, quoi. Il faut vraiment le mériter, il faut faire un effort en tant qu'étranger. Oui. Alors là, on pourrait travailler sur les affranchis, sur les... même Aristote, dans la politique, il dit l'homme est naturellement esclave, mais attention, parce que là, il a un gros problème avec les prisonniers de guerre. Il dit, oh, quand même, le prisonnier de guerre, il y a une hésitation, est-ce qu'il est naturellement esclave? Ça joue plus, là. Puis il dit, oui, mais alors là, on reconnaît tout de suite celui qui n'est pas esclave. C'est-à-dire, on le reconnaît à sa valeur. C'est-à-dire, celui-là, il ne peut pas être vraiment esclave, c'est pas possible. Donc, au fond, on est naturellement esclave, mais alors là, ça renvoie à une chose bien pire. C'est que si on est naturellement esclave, c'est que ceux qui sont vraiment esclaves, ils le sont par nature, quoi. Alors qu'il n'y a aucune chance pour eux de s'en tirer, quoi. Il a aussi, je sais pas, je suis en train de relire ce texte, mais qui est très compliqué, ce début de la politique. Il a l'air de dire qu'il y a deux catégories d'individus. Il y a ceux qui doivent servir, et puis ceux qui doivent imaginer le travail que ceux qui doivent servir doivent faire. Et c'est assez naturel, parce qu'il y en a ceux qui ont des gros bras, puis ceux qui pensent, quoi, en gros, hein. Je me suis dit, mais ça, c'est affreux, il est en train de décrire la condition ouvrière, au fond, hein. C'est quelque chose d'assez fou, quoi. Je suis en train de le relire, ce texte, parce que je n'ai jamais vraiment compris. Mais je pense que dans ce que vous dites, là, on pourrait creuser là, avec ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question, Karine? Oui. Alors, je ne peux pas très bien écouter, mais c'était sur l'articulation entre la première et la deuxième partie de votre présentation. Donc, si j'ai bien compris, dans la première partie de votre présentation, vous parlez chez les Grecs ou dans la pensée grecque d'un projet de l'étranger et d'un projet de la misère qui ne suscite pas d'empathie. Mais du coup, comment est-ce que ça s'articule avec le devoir d'humanité? Ben justement, c'était la question que je me posais, qui reste pour moi une question, il y a une sorte de contradiction. Oui. Oui, il y a une contradiction. Mais... C'est-à-dire que le misérable, ça peut aller très loin d'ailleurs, parce que si vous, dans l'Odyssée, quand il y a un moment favorable là, où le dieu du vent a mis tous les mauvais vents dans une jarre, enfin fermé Éole, et puis il a donné une bonne navigation à Ulysse, mais les compagnons d'Ulysse ont été curieux, ils ont voulu savoir ce qui se cachait là, et puis ils ont déclenché la tempête. Et alors ils retournent chez Éole. Et Éole dit non. Vous êtes tellement malheureux que c'est pas possible, les dieux vous en veulent. Donc moi je peux plus rien faire pour vous. Donc il y a cette tendance aussi à dire le malheureux, il est malheureux par nature. Ouais. C'est aussi compliqué que ce départ de la politique d'Aristote pour l'esclave. Pour moi, c'est deux exemples qui se réfléchissent l'un à l'autre. C'est très difficile à penser. Et je pense qu'on est dans une contradiction grecque là. Mais en vous écoutant, je me suis demandé à un moment donné, est-ce que c'est davantage un projet chez les Grecs de la pitié que de la misère humaine, qui permet de concilier en fait à la fois enfin, il y a le projet de l'étranger, ça c'est autre chose, mais est-ce que c'est pas plus davantage la pitié que la misère que Et puis il y a quelque chose qui rejoint ce que vous disiez, monsieur, c'est dans le même sens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un intérêt. C'est-à-dire tout d'un coup, cet étranger, il est misérable, d'accord, il nous fait peur et tout ça, mais on est curieux. Ouais. On est curieux, il a quelque chose à nous raconter. Et ça revient tout le temps, hein, cette histoire-là. On veut l'entendre, parce qu'il a un récit à nous donner. Et ça, c'est vraiment très grec, ça. Et beaucoup, moi, chez nous, alors c'est exactement ce que tu disais. Hein. Moi, c'est ce qui m'avait choqué au Grand Saconnet, parce que j'avais lu le projet tel qu'on le voit décrire dans les documents officiels, quoi. Et tout est fait pour qu'on ne puisse pas communiquer. Tout est absolument fait pour qu'on ne puisse pas entendre ces gens ni leur parler. Enfin, aucun dialogue n'est prévu là, au contraire. Et ça,
Alors, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a une solution à la contradiction. Et une acceptation de l'altérité. D'ailleurs, tu nous l'avais dit aussi, Aldo m'a dit quelque chose qui dit dans son livre d'ailleurs, que ça tu développes dans ton livre, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les fonctionnaires qui disent loin, départ, refusé, ils n'ont jamais écouté, eux. Parce que s'ils avaient écouté, ils seraient très embêtés de prendre cette décision. Ils n'ont pas les gens face à eux quand ils envoient la décision, c'est sûr. Ouais. Et surtout les juges Oui. de la seconde instance, Ouais. enfin de l'instance de recours. Donc il faut éviter à tout prix d'écouter. Moi, j'ai peut-être une question qui rejoint celle de Karine. Si, pour réconcilier la part de rejet et la part d'acceptation, est-ce que c'est parce qu'il voit dans l'autre un possible Dieu qui n'est pas révélé et qu'il faudrait rencontrer pour pouvoir voir si c'est vraiment quelqu'un avec qui... est-ce peut-être un Dieu? Et c'est ça qui pousse, comme vous l'avez dit, vers l'accueil. Oui. Oui, ça c'est un gros problème, mais les dieux circulent, oui. Chez les Grecs, il y a d'innombrables dieux qui parcourent le monde. Et il vaut mieux les reconnaître. Ou même si on ne les reconnaît pas, il vaut mieux pas les maltraiter, quoi. Hein. C'est ça, vous parliez des dieux, j'ai bien compris. Oui, quand vous avez passé de l'autre côté, le fait que, paradoxalement, il y a cet aspect qui encourage vers l'accueil, vers aller vers l'autre et l'accueillir, vous avez dit, parce que vous avez donné l'exemple de raconter cette histoire. Alors maintenant, chez les Grecs, c'est compliqué, les dieux, parce qu'ils ne sont pas nécessairement gentils, mais ils n'aiment pas qu'on les méprise. Ça devient dangereux de ne pas les accueillir. C'est pas parce que c'est pas chrétien, c'est autre chose. Mais ils sont tout puissants, mais ils peuvent être malicieux, tout ce qu'on veut, quoi. Mais ils n'aiment pas qu'on les maltraite. Moi, ça me fait réfléchir à qu'est-ce que c'est l'hospitalité. Parce que l'hospitalité, en entendant comme ça, en pensant à Ulysse qui se déplace tout le temps, il est accueilli, mais c'est pour un moment. Comment? Il est accueilli, mais c'est pour un moment. Oui. C'est limité dans le temps. Alors oui. c'est une valeur qui est bienfaisante, bienveillante, mais c'est pas pour toujours. Et les personnes qu'on accueille, ils vont rester, et il me semble que c'est là aussi que ça se complique. Ouais, mais c'est pas tout à fait comme ça quand même, parce que la xénia, c'est une... Donc l'hospitalité en grec c'est la xénia, ça peut durer. Ça peut durer? Là, ça ne dure pas chez Ulysse, parce qu'il veut rentrer chez lui. Donc l'hospitalité consiste à l'aider à rentrer chez lui. Mais il existait une institution quand même extraordinaire, la proxénie. Curieusement, ça donnait proxénète chez nous, mais ça n'a aucun rapport. Mais la proxénie, c'est-à-dire que dans chaque cité grecque, quasiment, il y avait des proxènes, c'est-à-dire des gens qui fonctionnaient un peu... C'est un peu comme les consuls fonctionnent aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait des consuls, parce que c'est pas aussi officiel que ça. Mais ils représentaient... Ils aidaient à l'intégration de certaines populations. Par exemple, il y avait des Phrygiens proxènes à Athènes qui aidaient les Phrygiens à s'intégrer quand les Phrygiens débarquaient. Ou un Égyptien au Pirée qui pouvait aider les Égyptiens. Donc il y avait cette institution de la proxénie. Ce qui veut bien dire que le but était l'intégration. Le but n'était pas juste le passage. Et ces proxènes, ça a été étudié par les historiens, mais c'est assez intéressant. Ils les aidaient dans les labyrinthes administratifs, précisément. C'était leur fonction essentielle. C'était de les aider à communiquer avec les magistrats.
mais en vue de l'intégration. Mais une intégration, ça devait varier d'une cité à l'autre, mais mitigée quand même, puisqu'ils n'obtenaient jamais la citoyenneté, normalement. Et les proxènes ne sont pas des citoyens non plus. Mais c'est des gens c'est des métèques, quoi. Arrêtez. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que quelqu'un pose une question sur Facebook ou non? Alors, Il n'y avait que Emmanuel Deona qui vous saluait et qui souhaitait savoir si le CSP partageait la motion, enfin, l'intervention au Conseil d'État. si on a signé l'appel. Oui, Non, partagé. Enfin, vous verrez ça en temps voulu les deux. Très bien, je vous remercie toutes et tous d'être venus. Je remercie beaucoup Philippe d'avoir accepté de se prêter à ce jeu, et je remercie aussi beaucoup Stéphane d'avoir assuré la retransmission de la vidéo. Vidéo qui sera donc en permanence quelque part sur la page d'asile.ch, j'imagine, désormais, et peut-être qu'on la mettra aussi sur YouTube, on verra. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, un bon retour chez vous, et oui, Lucille. Juste l'appel que tu as présenté tout à l'heure, c'est possible de signer soit en tant qu'association, soit en tant qu'individu. Et comme on est un peu coincé avec nos masques et nos stylos qui doivent se désinfecter entre deux passages, on a imprimé quelques appels qui sont dehors, qui sont possibles d'emmener, éventuellement voir si vous voulez les signer. On a une adresse mail. Je voulais juste préciser ça, plutôt qu'on ait l'info. Merci beaucoup. Et dehors, vous trouverez également une petite boîte qui sert à faire un don à la coordination asile si vous le souhaitez. Et puis, c'est de l'argent qui sera de toute façon bien utilisé pour les différentes activités de la coordination asile. Merci beaucoup et bonne soirée.